Pour la deuxième partie de cette émission, notre débat porte sur la deuxième circonscription de Meurthe-et-Moselle, celle de Nancy 2, circonscription qui compte 113 000 habitants et couvre l'ouest de Nancy, Vendeuvre-les-Nancy et Laxou notamment. Pour animer ce débat, à mes côtés, Pascal Salchiarini. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à l'Est républicain. Sur ce plateau aussi, 5 invités qui sont candidats dans cette circonscription. Bonjour à tous les 5. Bonjour. Hervé Féron, vous êtes député socialiste sortant, maire de Tomblaine, candidat pour le Parti socialiste et Europe Écologie Les Verts. Valérie Debord, vous êtes candidate pour les Républicains, adjointe au maire de Nancy. À vos côtés, Laurent Garcia, qui est candidat pour En Marche et qui est aussi maire de Laxou. De l'autre côté, Nassima Faïk, vous êtes candidate pour la France Insoumise. Et enfin, Grégoire Eury, vous êtes, candidat pour le Front National. Donc vous êtes 5 sur ce plateau. Il y a 12 candidats pour cette circonscription. Il y en avait beaucoup plus il y a 5 ans, ils étaient 18. Mais voici les noms des 7 autres qui ne sont pas sur ce plateau. Lionel Chambreau, Monique Etcheverry, Daniel Vatray, Patricia Schlatter, Jacques Lacreuse, Julien Gnadec et Bora Limaz. Hervé Féron, à vous ma première question. Le PS, d'après les sondages, semble en perdition. Vous étiez, vous, un député considéré comme frondeur. Ce n'est pas tellement la tendance En Marche. Est-ce que vous sentez cette élection à portée pour vous ? Je pense qu'elle peut être à portée. Evelyne Garot est ma suppléante. Et tous les deux, nous présentons cette candidature sur la base d'un travail et d'une relation permanente pendant tout ce mandat. Relation de confiance avec la population, avec les élus de gauche et de droite sur la circonscription, avec les acteurs associatifs ou encore les chefs d'entreprise. On a travaillé sans arrêt en lien avec la population et nous sommes restés droits sur des valeurs qui étaient synonymes d'engagement auprès de la population il y a 5 ans. Et vous dites que je suis considéré comme frondeur. J'ai souvent été appelé frondeur. J'ai souvent dit « je ne veux pas qu'on m'appelle frondeur ». J'étais peut-être un lanceur d'alerte à plusieurs reprises. Valérie Debord, vous aviez déjà été candidate dans cette circonscription en 2012. Vous aviez perdu face à Hervé Féron. Pourquoi cette fois pourriez-vous gagner ? En fait, je porte un projet qui, pour le coup, est très personnel pour un candidat aux élections législatives. Il se trouve qu'il ne vous a pas échappé que notre société vit une révolution démographique. Nous avons en France actuellement 20 000 personnes âgées de plus de 100 ans. Il y en aura dans 20 ans 200 000. On va assister à une explosion des personnes de plus de 85 ans, avec une prise en charge qui n'est pas calibrée, qui n'est pas prévue et qui surtout n'est pas financée. 8 millions d'aidants, de personnes qui au quotidien sacrifient leur vie professionnelle, leur vie personnelle. Et vous voulez porter ce dossier-là ? C'est un dossier qui est plus qu'important. C'est un dossier qui doit être porté. Et ce dossier, au-delà de tout ce que les Républicains et l'UDI portent dans cette campagne, c'est le dossier que je souhaite porter pour l'ensemble des concitoyens de notre circonscription, bien sûr, mais bien au-delà, pour l'ensemble des Français qui se rendent compte à quel point il est nécessaire aujourd'hui d'avoir une voix pour nos aînés et de trouver une solution pour faire en sorte qu'il y ait enfin un financement digne pour la fin de vie et la vie la plus longue possible dans notre société. Laurent Garcia, vous portez l'étiquette En Marche. Vous étiez déjà présenté avant de recevoir cette étiquette comme candidat indépendant. Est-ce que le fait d'avoir l'étiquette En Marche, c'est quoi ? C'est un hasard ? C'est un coup de bol ? Je pense que c'est surtout des partages de valeurs communes. On a vécu une année électorale et une élection présidentielle complètement atypique, complètement nouvelle, avec un message fort des Français qui ont dit on veut une vie politique renouvelée et du coup il y a eu un big bang de cette nature avec une envie de nouveaux visages et de nouveaux usages. Et vous avez l'impression que votre étiquette En Marche, ça a changé quelque chose dans votre campagne ? Incontestable. Alors, la chose amusante dans cette étiquette, c'est que beaucoup de gens imaginaient que j'avais déjà cette étiquette parce que peut-être mon discours d'homme libre, mon discours de rassembler tous ceux qui veulent faire la France En Marche, eh bien, avait rassemblé déjà au-delà des clivages partisans. Nassima Faïk, les sondages nous promettent un raz-de-marée de députés En Marche. Quelle est votre chance à vous sur cette circonscription ? Alors écoutez, moi les sondages, tant que les électeurs ne sont pas passés par l'isoloir, je n'y crois pas du tout.
car aujourd'hui, avec la France insoumise, les règles du jeu ont complètement changé. Nous demandons une 6e République, le fait de pouvoir révoquer ces élus quand on le veut, et de passer aussi par une urgence la transition écologique qui nous concerne tous. Donc on verra au moment voulu. Grégoire Heury, l'échange du Front National sur cette circonscription, ce n'est pas une circonscription extrêmement favorable? Non, mais c'est un combat qui est extrêmement intéressant à mener, puisque vous le savez, le Front National était présent au 2e tour des présidentielles. Marine Le Pen a affronté le président actuel. Et je pense que 11 millions de Français lui ont apporté leur voix, leur confiance. Et ces Français, nous devons maintenir le combat pour rester leur porte-parole dans une Assemblée nationale qui soit certes représentative d'une nouvelle diversité et une pluralité politique, mais le Front National devra incarner, lui, la vraie opposition au projet de M. Macron, puisque nous ne sommes pas d'accord, et j'ose le dire, devant tout le monde, avec le projet de M. Macron et les projets de loi qui, aujourd'hui, sont présentés, enfin, les bribes qui nous en sont présentées, nous ne sommes pas d'accord, cela nous conforte dans notre combat. Et pour incarner une véritable opposition à ce projet libéraliste, je pense qu'il nous faut un maximum de députés à l'Assemblée. Je fais déjà confiance aux électeurs pour nous donner un maximum de députés dans cette nouvelle Assemblée. On parle de campagne un peu différente, avec un vrai chamboule-tout. Qu'est-ce qui, dans votre perception de la campagne, on est quasiment au bout, comment vous sentez les électeurs? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qu'ils attendent de la révolution législative qui est en train de se mettre en place? Est-ce qu'En Marche fait peur? Est-ce que les Républicains, vous trouvez une porte ouverte après ce qui s'est passé? Est-ce que la gauche vous ouvre encore ses portes? Alors, qui commence? Monsieur Ferron? Sur le terrain, je sens des gens qui assez nombreux, refusent les partis traditionnels. Bien évidemment... Donc être socialiste, c'est un handicap? À partir du moment où les choses sont assumées, je pense que non. Le Parti socialiste, sur cette circonscription, a fait 8,5% à la présidentielle. Voilà, c'était la présidentielle. Nous sommes dans une autre voir les élection. chiffres de la présidentielle sur la Nous sommes circonscription. dans une autre élection, et si on prend par exemple l'exemple des dernières élections législatives, on voit bien que sur la personne, il y a une différence en suffrage entre la présidentielle et la législative. Et donc je compte là-dessus, parce qu'effectivement, sur le terrain, je ne rencontre pas d'hostilité par rapport au bilan que j'ai à faire valoir. Sortant, c'était un avantage, jadis. Aujourd'hui, un peu difficile? Eh bien non. Je pense que c'est peut-être difficile pour certains, mais en tous les cas, dans mon cas, je pense que c'est pas ça qui est le plus difficile dans cette élection, qui sera difficile. Valérie Debord, les gens, ils vous parlent de quoi? Quelles sont leurs questions? Leur pouvoir d'achat. Vous savez, aujourd'hui, ce qui intéresse le Français, c'est quoi? Ce qu'il va avoir à la fin du mois et ce qu'il ne va plus avoir. Ce qui leur fait très peur, c'est l'augmentation de la CSG pour les retraités. On promet pour toutes les personnes qui ont 1 200 € par mois une augmentation de la CSG de 1,7 point de façon progressive. Ça veut dire de façon très concrète, 300 € de moins par an, sans aucune possibilité d'avoir autre chose comme complément de revenu. Vous conviendrez qu'avec moi, que quand vous êtes retraité, par définition, vous ne pouvez pas compléter votre revenu d'une autre façon que celle de votre pension. Ensuite, il y a une grande exaspération face à une succession d'élections. On a eu, après les élections régionales, effectivement les primaires, qu'elles soient de droite, qu'elles soient de gauche, et puis les élections présidentielles avec un chamboule-tout, vous l'avez indiqué, extrêmement important. Donc de la part des Français, une exaspération et une volonté de vouloir dire enfin que va-t-il se passer, et cette absolue volonté d'avoir une sauvegarde du pouvoir d'achat et la grande crainte de l'insécurité. On voit ce qui s'est encore passé hier à Paris, et je pense qu'aujourd'hui c'est une thématique qui est absolument majeure et qui doit être aussi portée. Grégoire Heury, l'exaspération, c'est votre fonds de commerce. J'ai envie de dire... Le refus des partis, c'est votre fonds de commerce. Pour autant, dans Nancy, le Front National ne le perce pas. Élection après élection, alors que la sociologie de la ville tend à changer et à se gauchiser, entre guillemets, le Front National ne le perce pas. Comment vous expliquez ça? C'est une vraie question. Maintenant, il ne perce pas, il progresse. Donc, je veux dire, on est dans une logique de progression. C'est vrai qu'au départemental, sur un secteur de Nancy qui correspond un peu à Nancy-Ouest, j'avais fait 14,5%. Là, Marine Le Pen a fait plus de 20%, je crois, sur la circo
Vous allez présenter les chiffres sur l'élection présidentielle. Donc on a une capacité à progresser. Moi, je suis assez confiant. Aujourd'hui, on voit bien qu'on est dans un jeu extrêmement serré. Il n'y aura pas de majorité à 55% au premier tour, bien au contraire. Il s'agira d'un vrai choix des électeurs entre des projets qui se ressemblent beaucoup et puis une offre, on va dire, un peu originale et anti-système, comme vous venez de le dire. Je pense qu'un certain nombre d'électeurs de Nancy vont se retrouver. Laurent Garcia, vous avez l'impression que les électeurs qui vous parlent ont envie d'apporter une majorité au président de la République? On vous dit ça, ou est-ce que vous craignez la lassitude et l'abstention, comme on l'entend aussi? Ce qu'ils disent surtout, c'est, mais à tous les politiques, ils me le disent quand je les rencontre, mais ils le disent à tous les politiques, c'est finissez-en avec ces guerres de bloc contre bloc, droite contre gauche. Quand vous êtes de droite, dire qu'à gauche il y a que des incapables, ou quand vous êtes de l'autre côté, dire la même chose. Et ils sont très agréablement surpris, même s'ils n'en doutaient pas, par la composition du gouvernement. Enfin, il y a des mains tendues par le président Macron envers tous les responsables de bonne volonté qui ont envie de s'y impliquer. On l'a vu avec la nomination du Premier ministre. On le voit avec les nominations, une nomination emblématique pour la transition écologique, c'était évoqué à l'instant, avec Nicolas Hulot, qui avait quand même refusé... Donc 400 députés Macron, dont vous, évidemment, ça ne vous semble pas impossible? Moi, je ne joue jamais le match une fois que l'arbitre n'a pas sifflé la fin. Donc, je suis très prudent parce qu'effectivement, il y a une attente véritable, un espoir qui a été nourri au moment de cette élection présidentielle. Et il ne faut pas les décevoir, même si en porte-à-porte, on est obligé parfois de rectifier quelques rumeurs qui sont véhiculées par des réseaux sociaux. Mais les électeurs ne sont pas dupes et ils savent faire... la part des choses. Nassima Faïk, oui. Vous aviez quelque chose à ajouter? Vos électeurs, vous avez l'impression qu'ils sont démobilisés, mobilisés? Non, du tout. Ils sont très mobilisés parce que justement, par rapport à ce qui arrive, le gouvernement de Macron, nous avons déjà vu ses premières intentions, comment elles seraient du fait qu'ils vont appliquer des ordonnances, qui vont détruire le Code du travail d'une façon XXL. Et au gouvernement, nous avons tous constaté que nous avions 2 ministres qui avait déjà fait des affaires sur le dos. Le Premier ministre est quand même l'ancien directeur d'Areva, pro-nucléaire. Donc, voilà. Nassima Naïk, on est en plein démarrage, je veux dire, de la négociation sur la loi travail. Pour les Insoumis, c'est clairement non. Quel est votre positionnement en tant que candidate vis-à-vis des syndicats qui ont l'air d'aller à la table de négociation et de vouloir être dedans plutôt que dehors? Vous êtes à côté sinon un frondeur, en tout cas un lanceur d'alerte. Qu'est-ce que vous avez à lui dire, Hervé Féron, et qu'est-ce que vous avez à dire à vos électeurs à ce sujet? Alors, c'est très facile actuellement de négocier, parce qu'en période électorale, tout le monde trouvera satisfaction. Mais par contre, par la suite, j'ai très peur pour l'avenir des Français qu'ils ne soient plus entendus. Parce qu'avec les ordonnances, ce qui veut dire que notre belle démocratie en France est réellement en danger. Valérie Debord, ces ordonnances, si elles sont présentées telles qu'on nous les annonce, est-ce que vous les voteriez en tant que députée? Moi, ce que je voterais, c'est la défiscalisation des heures supplémentaires, défiscalisées. Ce que nous souhaitons, nous, aujourd'hui, c'est redonner du pouvoir d'achat aux Français. Et la meilleure des façons de le faire, même François Hollande s'est laissé à dire qu'il avait fait une erreur en la matière, c'est de permettre à un peu plus de 9 millions de Français, effectivement, de renouer avec ce pouvoir d'achat et avec cette défiscalisation. Monsieur Macron en a parlé en son temps, qu'il tienne parole. Que la première proposition de loi qui soit portée par notre Assemblée, en tout cas, nous, les députés, les Républicains et UDI, c'est ce que nous signerons, c'est ce que nous proposerons, ce soit cette défiscalisation des heures supplémentaires et surtout qu'on n'augmente pas la CSG pour les retraités et qu'on ne fasse pas cette inéquité majeure. Hervé Féron, qu'est-ce que vous pensez de ces ordonnances, la loi travail? Vous voteriez? La Constitution a prévu le recours aux ordonnances de façon exceptionnelle. Et je suis choqué que dans un premier jet, avant même qu'une nouvelle Assemblée nationale soit... C'était quand même une promesse clairement faite par le candidat lui-même. Il l'a annoncé, enfin, ce n'est pas une surprise. Oui, ce n'est pas une surprise. Je suis choqué que ça devienne une attitude a priori, alors que ça a été prévu comme pouvant être une exception. Je pense que précisément dans ce domaine-là, sur les conditions de travail, sur une loi travail, il doit y avoir le dialogue social. Passer par l'ordonnance, c'est
empêcher le dialogue social, même si, on l'a bien entendu, le gouvernement a déjà fait machine arrière, puisqu'il annonce des discussions, de nombreuses réunions, des dizaines de réunions avec les partenaires sociaux. Mais c'est aussi quasiment ligoter l'Assemblée nationale. Et c'est un grand enjeu. Si on a un raz-de-marée en marche, comme les médias l'annoncent, on aura, ou les sondages, on aura des députés qui seront en situation d'être aux ordres du président de la République. Montesquieu a prévu disait qu'il n'y a pas de régime démocratique s'il n'y a pas séparation des trois pouvoirs. Et là, on n'aura pas séparation des trois pouvoirs. Il y a un risque à travailler par ordonnance, puisque c'est ce que propose Emmanuel Macron et le gouvernement. Vous les soutiendriez, vous? Je crois qu'il faut juste rappeler, par honnêteté véritablement, que les ordonnances, ce n'est pas un 49-3. Les ordonnances, il faut déjà que l'Assemblée vote la possibilité pour le président de recourir aux ordonnances. Première chose. Donc, il y a un débat. L'ordonnance, je disais, c'est pas un 49-3, c'est-à-dire c'est pas le président qui signe tout seul dans son bureau, c'est pour éviter les navettes entre les deux chambres, c'est-à-dire entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc sur cette partie d'ordonnance, moi je ne serai pas un député frondeur. Hein, voilà. À un moment, j'ai envie d'accompagner ce renouveau politique, j'ai envie d'accompagner cette sortie de la crise, des crises, qu'elles soient sociales, économiques ou financières de la France. Donc oui, je voterai, mais je participerai pleinement au débat, qui donnera cette possibilité au président. Reconnaissez que les ordonnances, en tout cas le débat est purement formel. Je veux dire, c'est quelque chose de très rapide, pour que ça rentre en vigueur très rapidement, et notamment, je veux dire, éviter des mois de palabres et la descente dans la rue, je veux dire, des partenaires sociaux. Enfin, le dialogue social n'est pas rompu. Il y a pas moins de 51 réunions avec les partenaires sociaux qui sont prévues par la ministre du Travail. Donc, en plein été ? En plein été, c'est avant on n'y est pas encore, même s'il fait chaud sur votre plateau, on n'y est pas encore, mais là encore, il faut que chacun prenne sa part au travail. Et sur ce qu'évoquait Valérie Debord à l'instant, je la renvoie à un petit entrefilet dans le Canard enchaîné de ce matin, qui dit que, de la part de Nicolas Sarkozy, qui disait « Macron, c'est moi, en mieux ». Très bien. Qu'il fasse les heures supplémentaires défiscalisées. C'est dans le programme. Tout de suite. C'est dans le programme. Non, si je puis me permettre, il y a quelque chose qui est très important. Monsieur Macron promet les heures supplémentaires désocialisées. Ça veut dire qu'en fait, il y aura la défiscalisation uniquement pour la partie employée et pas pour la partie employeur. Or, nous savons pertinemment que si nous souhaitons relancer l'activité économique dans notre pays, il s'agit pour l'employeur d'avoir également cette défiscalisation. Ce que nous proposons, nous, de façon très concrète, c'est revenir à Sarkozy. On avait en l'espèce, il est très important de faire la différence, parce qu'il s'agit d'être honnête avec les Français. Et il s'agit de dire la vérité. Vous avez bien expliqué cette différence. Les ordonnances, pourquoi pas? Elles existent dans notre Constitution. Et moi, je suis pour l'application de la Ve République. C'est juste la méthode, c'est le contenu qui nous intéresse. Monsieur Mélenchon, mais soyons très clairs. Défiscaliser n'est pas désocialiser. Nous disons défiscaliser. Et là, nous voyons la différence sur la feuille de paye des Français et sur l'embauche par les employeurs. Vous siégez l'un et l'autre au Grand Nancy, vous avez voté le même budget, vous êtes dans la même majorité métropolitaine. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous sépare vraiment? Qu'est-ce qui va vous séparer à l'Assemblée? Valérie Debord, Laurent Garcia. Je suis une femme de droite et du centre et je n'en changerai pas. Ça voudrait dire que Laurent Garcia est un homme de gauche. Vous pouvez répondre, au contraire. Je n'ai pas besoin de ventriloque, donc je vais répondre. Oui, je suis de centre droit, enfin tout le monde le sait. J'ai comme parrain Claude Gaillard sur cette élection législative. Encore une parenté. Mais en tout cas, je l'ai connu à l'UDF lorsque j'étais incarté à l'UDF, et c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime et de respect. Donc oui, je me reconnais pleinement dans les valeurs centristes de centre droit. Nous appartenons à la même majorité métropolitaine. C'est dire les possibilités offertes aussi justement à travailler ensemble. Encore une fois, je reviens sur la main tendue du président Macron. Je reviens juste sur le pouvoir d'achat des salariés. Il est prévu également par les baisses de charges, les baisses de cotisation de plus de 3% qui sont prévues. Donc ça ce sont des méthodes de relance du pouvoir d'achat. Financées par les retraités qui n'ont Alors, pas le moyen de gagner plus d'argent. Qu'on fasse un point.
Sur la loi de moralisation, je voudrais très rapidement que chacun d'entre vous dise ce qu'il pense de cette loi de moralisation et si elle vous semblait utile et indispensable. On commence par vous, Monsieur Eury. Oui, merci. Simplement, la morale, c'est pas quelque chose qui se décrète. Hein, et la loi sur la moralisation, déjà, me choque. Je pense que la morale, c'est quelque chose qui s'instruit. C'est une question d'éducation. C'est le nom qu'elle porte. Elle a changé de nom. Donc on a enlevé le moral. Je pense, voilà, c'est donc déjà le fruit d'un travail de long terme. On plante, on sème, on récolte plus tard. Décréter la moralisation, alors qu'il y a des habitudes antérieures qui existaient, on va déterrer des vieilles affaires. Alors je crois qu'il y a une probabilité certaine d'amnistie dans cette loi de moralisation qui déjà, pour moi, sous-entend qu'on va tirer un trait sur toutes les mauvaises habitudes qui sont passées avant. Ça peut arranger le Front National, ça, à un moment, non? Écoutez, les autres beaucoup plus, parce que nous n'avons pas été au gouvernement ni au pouvoir depuis un certain nombre d'années, même jamais. Donc on n'a pas beaucoup de dossiers dans les placards. Mais vous avez des attachés parlementaires. Oui, il y a des attachés parlementaires. Effectivement, c'est une question qui va se discuter. C'est pas l'objet du tout aujourd'hui. Simplement, ce que je veux dire, c'est que la morale ne se décrète pas, plus exactement. C'est l'affaire de personnes exemplaires. J'espère que nous sommes autour de ce plateau tous des personnes exemplaires. J'espère que demain, les Français pourront être à nouveau fiers de leur classe politique, avec des gens qui sont exemplaires, qui ne sont pas des professionnels de la politique, qui ne sont pas là pour se servir, mais pour servir. Valérie Debord, c'est bien d'avoir fait pour les candidats du Front National. J'entends bien, mais quelquefois c'est bien d'écrire les règles aussi, parce que la morale, effectivement, c'est quelque chose d'individuel. Je suis d'accord avec vous. Il vaut mieux les abus doivent être la loi que la morale. Parlons d'éthique, pour simplifier les choses. L'éthique, elle est dans la loi. C'est une vérité. Et cette vérité, elle doit effectivement s'appliquer déjà. En l'espèce, François Baroin vient d'écrire avec Bernard Accoyer à Monsieur le Président de la République. Comment peut-on porter une loi éthique avec Monsieur Ferrand, Madame de Sarnez et Monsieur Bayrou? Comment peut-on aujourd'hui vouloir plusieurs incarner... choses, là, on n'est pas au même niveau d'enquête. Mais vous savez, néanmoins, il y a, je crois, une nécessité de faire en sorte que les pages se tournent. On veut que les pages se tournent. Eh bien, pour que les pages se tournent, encore faut-il que cette page soit blanche. Elle n'est pas blanche. D'accord. Peut-être que la vérité de M. Macron, si cette vérité pouvait exister, ça aurait été de trancher par rapport à M. Ferrand. Peut-être que cette vérité, si cette vérité existait, serait de trancher par rapport à M. Bayrou. Avouez qu'il est quand même un peu cocasse d'avoir un garde des Sceaux qui porte une loi d'éthique et qui lui-même est mis en examen. C'est un peu cocasse. C'est peut-être la Ve République, mais c'est un peu cocasse. Madame Faïque, sur cette loi d'éthique? Eh bien, écoutez, ça tombe très bien parce que par rapport à la moralisation, déjà, tous les élus ne sont pas des pourris. Mais exactement, le peuple français a été désabusé. Donc, j'ai signé la charte anticorps. C'est une charte anticorruption et qui nous engage à ne pas recevoir ni de dons, ni de cadeaux, ni de prêts. Et ainsi, par rapport à cela, excusez-moi, j'ai un petit peu... je ferai en sorte aussi qu'il n'y ait plus de réserve parlementaire, parce que c'est du clientélisme, tout simplement. D'accord. Monsieur Ferrand, la loi de moralisation de la vie politique. Vous êtes parlementaire depuis longtemps, vous connaissez bien les ficelles de ce métier. Dans votre pratique quotidienne, ça se passe comment? Dans chacun des points que j'ai pu lire sur l'avant-projet de loi, je pense que les choses méritent d'être dites avec plus de discernement qu'elles ne sont commentées aujourd'hui, parce qu'effectivement, on a l'impression que tous les élus sont pourris, sont des voleurs, des menteurs, des tricheurs. Or, c'est très injuste, parce que la plupart des élus travaillent beaucoup et ne sont pas là pour se servir. Vraiment, je trouve que c'est très injuste. Après, il y a effectivement, vous avez raison, il faut écrire des choses, il faut repréciser des choses. Par exemple, je pense que la réserve parlementaire peut donner lieu à clientélisme, mais c'est faux de dire que la réserve parlementaire, c'est du clientélisme. Ça dépend comment elle est utilisée. Mais justement, et j'attire l'attention sur le fait que... Mais elle est utilisée de manière discrétionnaire par le député. Non. Vous avez des communes, des associations qui vous sollicitent, qui déposent un projet, et le député fait la boîte aux lettres auprès du ministère, qui instruit le dossier et qui décide si le projet est recevable ou non. Alors peut-être que dans le temps, il y a eu du clientélisme ou je sais pas quoi, mais en tous les cas, c'est pas ça. Et ça mérite certainement d'être recadré par des textes, mais moi je trouve, par exemple, c'est une erreur de le supprimer, parce que si c'est pour le remplacer par des aides qui passeront par des fonctionnaires d'État,
pour être distribués aux associations ou aux communes, on va empêcher des tas de projets sur les territoires. Bon. Et ça, ce sera vraiment dommage. Je suis désolé, on arrive déjà presque au terme de cette émission. Je vais vous demander à chacun de conclure en 30 secondes en disant pourquoi les électeurs doivent-ils voter pour vous. Commencions par vous, Monsieur Uri. Merci. Tout simplement, je souhaite être député et porter la voix de nos concitoyens à l'Assemblée nationale pour faire entendre leur voix, tout simplement. En étant un élu de terrain, je suis nancéen, je connais bien le secteur, je travaille sur ce secteur, mon activité professionnelle, j'entends. Et je pense qu'aujourd'hui, nos concitoyens à Nancy, Jarville, Vendeuvre, Écourt, je passerai tous puisqu'on a peu de temps, ont besoin d'un élu qu'ils rencontrent régulièrement, qu'ils connaissent, un visage qu'ils puissent identifier et surtout une oreille qui puisse entendre, comprendre leurs problèmes et les porter au niveau de l'Assemblée nationale et puis surtout défendre leurs intérêts. Désolé, mais là, tout le monde ne va pas avoir le temps de parler. Madame Debord, s'il vous plaît. Pourquoi Monsieur Macron dit qu'il n'est ni de droite ni de gauche, qu'il donne une majorité de droite. On pourra incarner un vrai projet pour la France. Et je serai une élue de proximité et de disponibilité. Madame Faïc, une conclusion? Alors, je suis une élue de terrain, je suis une membre active du CCAS de Vendeuvre, je suis une ancienne aide-soignante donc qui connaît la souffrance du travail du personnel aide-soignant actuellement. Et nous, notre alternative, nous proposons des jours heureux et que le goût du bonheur arrive. Et nous ne serons pas soumis au pouvoir. Monsieur Ferron, si vous voulez. Moi, je veux continuer à travailler pour les personnes âgées qui ont des retraites insuffisantes pour vivre dignement, pour les familles qui sont en grande difficulté, même quand elles sont dans des classes moyennes, pour les jeunes qui ont des difficultés de perspective, que ce soit sur l'emploi, sur comment se nourrir, comment habiter, comment se soigner, des jeunes qui sont en déficit d'espoir. Et puis, je pense aussi, bien évidemment, à l'urgence écologique. Je rappelle que ça doit faire partie des programmes parce que nous sommes dans la 36e année consécutive où les glaciers fondent sur notre planète. Laurent Garcia, votre conclusion, s'il vous plaît. Moi, j'ai envie de dire tout simplement que j'ai envie de participer à cette belle réussite collective qui dépasse les clivages partisans avec ma suppléante Pascale César, élue de terrain comme moi, et les Deycourt, je suis de Laxou. Nous sommes au cœur de la circonscription et nous avons envie de remettre la France en marche et pour ça, de mettre d'abord la République en marche dimanche prochain. Voilà, ce sera le mot de la fin de cette émission. Merci à tous les 5 d'y avoir participé. Dimanche, à vos bulletins de vote, afin qu'il n'y ait pas trop d'abstention. Et puis ensuite, vous aurez une soirée électorale sur France 3 Lorraine, avec les résultats dans les 21 circonscriptions. À dimanche, donc, pour le premier tour des élections législatives.